Vivre de rien, voir les villes de loin, promouvoir la vie dans la nature, sans technologie de luxure. Mais sinon passer maintenant du livre de la jungle à la jungle de la vie, à la complexité infinie d'un monde qui se veut fini. Voici le résumé des épisodes précédents. Technologie signifie l'étude dédiée à la conception d'un produit. L'adjectif technologique ne signifie donc pas forcément électronique, ne signifie pas forcément numérique. Le terme low-tech, lui, ne signifie pas forcément utiliser peu d'énergie et peu de ressources. D'ailleurs, parmi les technologies les plus prometteuses, pour utiliser le moins d'énergie et de ressources possible, il y a les biotechnologies high-tech. Tout cela pour dire que ces termes, low-tech, high-tech, n'ont pas véritablement de sens lorsque l'objectif est de sauver notre planète. Ainsi, dans ce troisième épisode, intéressons-nous non plus aux technologies, mais aux mentalités et aux moralités. Ce que j'ai essayé de faire ressortir de ces précédentes vidéos est que si l'on adopte une démarche altruiste efficace, utilitariste, conséquentialiste, alors il existerait ce profil souhaitable qui est celui du flexitarien high-tech low-tech. Souhaitable car la recherche sur des maladies telles que le cancer, le sida ne peut être low-tech. Et souhaitable car la biotechnologie high-tech aurait, comme nous l'avons vu, des potentialités écologiques immenses, par exemple dans le stockage de données ou encore les biorobots. Pourtant, aujourd'hui, se développe une philosophie de vie nouvelle, celle que l'on pourrait qualifier de low-tech radicale, celle qui défend l'arrêt souhaitable de tout ce qui est high-tech. Certes, libre à chacun de choisir son mode de vie, mais il faut être prêt à assumer le discours que je vais maintenant tenir, qui est celui que l'on découvre lorsque l'on vulgarise la science de l'urgence climatique, cette urgence énigmatique et de ses résurgences empiriques. Je dis qu'il faut être prêt à assumer tout ce qu'il y a derrière le drapeau vert de l'écologie nouvelle ère, car le retour à la vie dans la forêt serait peut-être plus proche d'une arme vis-à-vis de la nature plutôt que de l'harmonie avec la nature. Analysons ces deux études scientifiques. RIC 2015. Le réchauffement maximal se produit environ une décennie après une émission de dioxyde de carbone. Siegfried, 2015 également. Le délai entre une émission de dioxyde de carbone et le réchauffement maximal augmente en fonction de la taille de l'émission. Cela, de manière vulgarisée, s'appelle l'inertie du changement climatique. Le pic de réchauffement d'une émission de CO2 apparaît plus de 10 ans après sa production et ce délai augmente proportionnellement au volume de l'émission. En clair, plus on produit, plus les effets arriveront tardivement. Nous sommes en 2020 et si vous sentez venir mon argument, nous subissons actuellement les effets de nos émissions de 2010 et celles de 2019 ne seront perçues à leur maximum pas avant 2029. Quand l'inertie climatique n'est plus un récit fantastique. Voici donc une question rhétorique. Tout lâcher pour vivre loin de toute activité moderne, retour aux sources et à la nature, n'est-il pas abandonner tout l'enjeu d'un climat qui, même si on arrête toute activité d'émission de CO2 du jour au lendemain, va continuer à se réchauffer pendant plusieurs décennies? Ce n'est pas mon résultat, ce n'est pas mon combat, diront ceux qui choisissent la nature. À cela, ceux qui continuent à croire en nos technologies rétorqueront que oser dire cela, c'est comme n'avoir que faire de la liberté de parole sous prétexte de n'avoir rien à dire. Argumenter face à cela, c'est abandonner mon rôle de vulgarisateur neutre. Quoique, il y a quelque chose à creuser. La psychologie du changement, c'est souvent celle du bon sens contre-intuitif. Certes, arrêter toute utilisation de high-tech au quotidien, cela nous paraît comme la meilleure méthode pour stopper tout impact sur la planète. Mais contre-intuitivement, contre-productivement, cela nous empêche d'aller voir plus loin. Cela nous évite de réfléchir pour viser plus intelligent. Souhaiter l'arrêt de toute utilisation de high-tech, c'est censurer les high-tech qui ont pour ambition de dépolluer notre environnement. Quelque part, c'est dire, à minima, on arrête tout et on laisse telle quelle la pollution déjà présente, plutôt que de se dire, et si on allait voir plus loin, pour viser le retour en arrière, en dépolluant, en décarbonant. Faisons également un peu de psychologie du changement sur le terme carbon neutral, la neutralité carbone. C'est un des arguments phares pour ceux qui souhaitent l'arrêt des high-tech, ce retour à la simplicité. Mais ne serait-ce pas là aussi un terme contre-intuitif, non pas sur les motivations premières, mais sur les concrétisations possibles? Est-ce que placer le carbon neutral comme objectif final, ce n'est pas s'empêcher de viser le carbone négatif? Car oui, le terme décarboner signifie ne plus produire de CO2, donc viser le carbone neutral, mais décarboner peut aussi signifier supprimer le CO2 déjà présent de précédentes émissions, donc un retour en arrière sur notre erreur. Donc une réflexion qui n'est plus basée sur le futur, mais qui prend aussi en compte le passé. Donc, une réflexion qui assume et qui n'abandonne pas que le défi, c'est aussi de réparer l'erreur déjà produite. Et c'est presque dommage que cette foi en la neutralité carbone nous empêche de voir plus loin ce que l'on pourrait appeler la négativité carbone.
Et en matière de carbone négative, difficile d'imaginer cela en souhaitant l'arrêt des high-tech, notamment car il est légitime d'espérer que des scientifiques et des ingénieurs sérieux puissent développer des technologies pour capter le CO2, dont voici plein de projets à l'écran. Et je pense que cela est notamment une des limites du discours d'une personne que pourtant j'aime beaucoup, Greta Thunberg, quand elle appelle les jeunes à boycotter l'école. La psychologie du changement demande une grande intelligence. Elle demande d'avoir le maximum de manières d'aborder un problème, un défi. La psychologie du changement demande donc une grande culture, de solides connaissances pour surmonter nos biais cognitifs. A l'inverse, appeler à ne plus aller à l'école, appeler à ne plus développer de high-tech, comme par exemple les biotech, c'est supprimer de la culture, supprimer des connaissances. C'est donc supprimer des manières nouvelles d'aborder un problème, un défi. C'est quelque part supprimer une partie de notre intelligence collective. La psychologie du changement, elle se veut pour moi optimiste et positive. C'est donc celle qui travaille et qui n'abandonne jamais face à un défi. C'est en ouvrant la pluralité de nos potentialités que nous stimulerons la pluralité de nos scénarios optimistes. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!